Merci d'être venu pour ce débat, cette rencontre que nous avons intitulée « Quelle santé publique pour demain ? Comprendre et analyser les enjeux du virage numérique de la santé et ses alternatives possibles ». Donc cette rencontre a été organisée par le collectif Médicaments Bien Commun, dont je fais partie, conjointement avec Sciences Critiques, dont Anthony est le représentant, et en partenariat avec l'Université du Bien Commun, avec Gilles qui est derrière la caméra. Donc je vais juste d'abord dire quelques mots sur le collectif Médicaments Bien Commun. Donc très simplement et très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, ce collectif est né suite à l'écriture d'un manifeste qu'on a appelé « Pour une appropriation sociale du médicament ». Nous considérons que les médicaments, les dispositifs de santé, les soins de santé, la santé elle-même, doivent sortir de la sphère marchande. Et pour cela, pour arriver à ces fins, notre priorité, la priorité qu'on s'était donnée, c'est d'essayer de tordre le cou au brevet sur les médicaments. Le virage numérique, la numérisation de la santé, c'est un processus de privatisation qui ne dit pas son nom. Et c'est en ce sens que ça nous interpelle. C'est un processus de privatisation pour la santé, mais c'est aussi un processus, enfin je pense, un processus de privatisation pour tous les services publics. Bien que ça soit grassement financé par les deniers publics. Dans le Ségur de la santé, il y avait 2 milliards d'euros qui ont été attribués à la numérisation de la santé. Alors dans ce contexte, on s'inquiète pour les données de santé. Les données de santé de toute la population vont être rassemblées et stockées dans des entrepôts qui sont majoritairement contrôlés par les géants du web, le GAFAM comme Microsoft ou Amazon. Et de ce fait, on pense que les usagers, enfin les détenteurs de ces données, ne vont pas pouvoir les contrôler et qu'elles vont pouvoir être détournées à des fins très lucratives par les géants du web, par les GAFAM, mais aussi par les industries pharmaceutiques, par les assurances, et aussi par les banques. Enfin, dans ce contexte de privatisation, tout peut faire profit, quoi. Donc, alors notre objectif avec cette rencontre, c'est pas de condamner les technologies de l'information. Ces technologies ont sûrement, enfin, ce sont des avancées. Par exemple, aux urgences, lorsque le soignant, en un clic, peut avoir accès à tout le dossier de santé de celui qui se présente en urgence, on peut considérer que pour le soignant, la prise de décision est beaucoup plus facile pour le soignant et que de ce fait, c'est un gain de chance de survie pour le soigner. Mais pour autant, est-ce qu'il faut systématiser cette numérisation? Donc c'est les questions. C'est ce qu'on va débattre au cours de cette rencontre. C'est de se poser, au cours de cette rencontre, on aimerait qu'on se pose un certain nombre de questions. Qui bénéficie vraiment de cette numérisation? Est-ce que c'est le soigné? Est-ce que c'est le soignant? Est-ce que ce sont les institutions publiques? Avec l'État qui ne cache pas que la numérisation, c'est un moyen de réduire les coûts. Et puis on peut aussi se poser la question de quel modèle économique représente cette numérisation, quel est l'impact sur notre système de soins, voire sur la société. Je suis Anthony Laurent, donc je suis le rédacteur en chef d'un site d'information qui s'appelle Sciences Critiques, un site internet d'information et de réflexion critique participatif sur les sciences. L'idée, c'est de rappeler, de dire que les développements technoscientifiques, que la recherche scientifique, que l'innovation notamment technologique, sont des sujets éminemment politiques. Leurs développements ne sont pas des développements hors sol, ces développements technoscientifiques ont des effets sociaux, anthropologiques, politiques, économiques,
des effets de civilisation. Et un média comme Science Critique vise modestement, puisque nous sommes une association avec de maigres moyens, nous aussi, d'essayer de faire vivre le débat autour de ces sujets, donc dans l'affiliation de ce qu'on appelle la critique des sciences, qui existe depuis quelques décennies, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des scientifiques qui, face à la bombe atomique par exemple, se sont dit là, la science était arrivée à des moyens de toute puissance telle que la science et la technologie étaient capables de détruire l'humanité ou une partie de l'humanité. Et voilà, aujourd'hui nous sommes dans un contexte de crise climatique, de crise écologique, d'effondrement du vivant, et les technosciences ont hélas un rôle dans cette situation. Il ne faut aussi jamais oublier que la technologie aussi s'appuie, se développe non pas hors sol comme je l'ai dit, mais sur un soubassement, sur une matérialité, sur des ressources minières, métalliques, sur la mobilisation d'énergie. Et donc, fatalement, dans le contexte de crise et d'effondrement, de déplétion énergétique et de crise écologique, bien sûr, la technique et l'expansion de la technique et de la technologie ont bien sûr un effet non négligeable sur cette situation écologique et climatique. Je suis tombé simplement sur un article du Monde que vous avez peut-être vu, qui est sorti le 7 novembre dernier et qui rend compte de l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, qui est paru le 7 novembre et qui rappelle, qui explique en partie pourquoi on est face à l'hôpital public vit des heures assez compliquées. Cet avis du CCNE appelle de ses voeux, rappelle l'importance de replacer l'éthique au cœur du système de soins. Et notamment, parmi les maux qui atteignent l'hôpital public aujourd'hui, il y a notamment l'hôpital aujourd'hui survalorise les actes techniques au détriment du temps consacré aux malades. Et il nous a semblé bon de commencer depuis le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que c'est ressenti, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, nous patients ou nous soignants ou nous administratifs dans le domaine de la santé, etc. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui et comment est-ce qu'on le vit? Alors cette première table ronde ne va pas être très étendue puisque le cœur de l'histoire c'est de proposer effectivement des alternatives ou d'analyser les enjeux, les risques réels, etc. Depuis vos pratiques professionnelles, je vais vous demander à l'un et à l'autre en un quart d'heure à peu près, de nous exposer comment est-ce que vous vivez effectivement ce tournant ce tournant numérique dans vos pratiques professionnelles, mais aussi comment est-ce que vous percevez la perception qu'en ont les patients. On est tous des soignants de première ligne. Et donc moi j'ai intégré cette équipe en tant qu'assistante sociale il y a un petit 10 ans. Je travaille également à la Fédération des maisons médicales qui fédère en tout cas une bonne partie de ces maisons médicales. Il y en a environ 125 en Belgique francophone, en tout cas des maisons médicales qui sont fédérées. Et au sein de la fédération, on plaide entre autres pour une médecine accessible. On lutte contre la marchandisation des soins de santé, on la questionne. Et alors la question de la numérisation, elle est présente depuis longtemps, entre autres dans le stockage des données médicales. On y avait répondu en utilisant un logiciel informatique partagé dans les maisons médicales qui nous appartenait, donc qui nous permettait d'avoir la main mise et donc d'éviter la privatisation de ces données. Alors la numérisation, elle s'est complètement emparée de ma pratique professionnelle de manière massive, c'est-à-dire que alors je vais chiffrer comme ça un peu grossièrement, hein, je n'ai pas fait une analyse pointue, mais je dirais que la moitié de ma pratique professionnelle est fortement conditionnée par la numérisation. C'est-à-dire que très concrètement, dans les démarches, dans l'accompagnement des patients, actuellement, je dis 50%, mais c'est même probablement plus, je suis amenée à faire toute une série de démarches avec eux, pour eux, et c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que, vous le savez bien, hein, c'est pas nouveau, enfin c'est nouveau, mais ça s'est accéléré très fortement depuis le début de la crise du Covid, avec effectivement des phénomènes qui n'existaient pas avant, à savoir la fermeture de certains services
et de certains guichets pendant plusieurs mois, qui ont donné lieu à une distanciation et donc à une digitalisation de certaines démarches. Alors, en partie, on peut dire que ça a permis de simplifier une série de démarches. En tout cas, dans la phase aiguë de la crise, au niveau du travail social, il y a toute une série de choses qui ont été simplifiées, c'est-à-dire qu'il y a eu une automatisation des droits, et donc également la possibilité d'envoyer toute une série de documents par mail, sans faire la file, sans devoir prendre rendez-vous. Et ça, je dois reconnaître que c'est assez simple. Ceci dit, tout le monde n'est pas à même de le faire, et donc il faut quand même qu'il y ait des travailleurs qui soient accessibles et disponibles pour le faire. Alors ça, c'est le deuxième phénomène qui est tout à fait récent, c'est qu'il y a des travailleurs qui n'étaient plus disponibles, et des services qui n'étaient plus accessibles. Et dans l'état actuel des choses, il n'y a pas un retour à l'état d'avant. C'est-à-dire que certains guichets restent peu accessibles, c'est-à-dire avec des prises de rendez-vous, et parfois des prises de rendez-vous qui doivent se prendre en ligne. Il y a des opérateurs qui ne sont plus accessibles au téléphone. Alors ça, c'est dans le champ du social, dans le champ du social santé, ça envahit tout l'ambulatoire, et donc forcément ça a des conséquences sur le travail, mais ça a aussi des conséquences sur vraiment la manière dont les personnes sont aidées et suivies dans leurs difficultés. Au niveau pratico-pratique, il y a toute une série de personnes qui sont absolument incapables d'utiliser les outils numériques, soit parce qu'ils n'en ont pas, ou soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, même si la plupart des gens ont des smartphones, voilà, donc, et qui utilisent leur smartphone pour faire des démarches, ce qui est quand même pas hyper pratique. Après, pour pouvoir aller sur des plateformes, utiliser sa carte d'identité, l'insérer dans un lecteur de cartes, etc., il faut certaines compétences. Tout ça s'accélère, ça va très très vite, et donc les personnes n'arrivent pas à développer des compétences aussi vite. Je généralise un peu, il y aurait certainement plein de nuances à apporter, mais de manière générale, les personnes restent, et surtout les personnes fragilisées, qui sont par ailleurs complètement prises dans les difficultés du quotidien. C'est une difficulté supplémentaire que de pouvoir accéder à leurs données, de pouvoir prendre rendez-vous, télécharger des documents. Or, dans ces démarches-là, dans les accompagnements sociaux, le quotidien, c'est posséder une quantité de documents pour prouver l'état de fragilité. La digitalisation est en train de se généraliser, et donc avec une difficulté de pouvoir accéder, et donc avec des services, les services qui restent ouverts sont complètement envahis de demandes d'aider les personnes à accéder à d'autres services. Ce qui est quand même assez nouveau, parce que du coup, c'est accompagner des personnes d'un service vers un autre service, et donc de servir d'intermédiaire. Moi, je me retrouve très concrètement avec des personnes qui viennent avec leur smartphone, ils me donnent leur smartphone, ils disent voilà, j'ai reçu quelque chose ici, je ne comprends pas ce que je dois faire. Et donc, il s'agit de transférer un mail, d'imprimer un document, de le faire suivre. Et alors, ce qui est très évidemment pervers dans ce genre de choses, c'est que les papiers, les documents, l'écran ne permettent pas de rendre compte en fait de la réalité et du vécu des personnes qui, pour la plupart, vivent des situations tellement complexes donc ça demande notamment, entre autres, une multitude de démarches, mais en plus, elles n'ont pas la possibilité d'expliquer, de rendre compte de ce qu'elles vivent et sans quoi elles sont. La plupart des gens en fait vivent des choses complètement exceptionnelles, et donc quand on est face à une personne et qu'on peut en rendre compte, pouvoir expliquer, pouvoir relater un petit peu un parcours, ben cette personne au fond elle s'incarne, ça devient
ce n'est pas un dossier à traiter, c'est une personne qui vient avec sa propre histoire. Tout ça, évidemment, ne peut pas et disparaît derrière l'écran. C'est-à-dire que, j'essaie d'expliquer comme je peux, mais ce que je constate moi, et ce que constatent la plupart d'ailleurs de mes collègues qui travaillent dans les autres maisons médicales, c'est que on est amené, nous maintenant travailleurs, à défendre davantage des personnes parce qu'une fois qu'elles ont effectivement réalisé ces fameuses démarches, il y a un manque. Ce n'est pas suffisant. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que, en fait, quand on est face à une personne et qu'on rend compte d'une difficulté, la personne, elle peut répondre. Elle peut ouvrir le champ des possibles, informer, réorienter, compléter. Et ça, la plateforme digitale ne le remplace pas. Il y a la possibilité d'accéder à la complexité, ce que la plateforme digitale ne permet pas. Il y a la possibilité justement d'avoir cette vue d'ensemble, de pouvoir faire des liens, ce que la plateforme digitale ne fait pas. Et donc, très, très concrètement, les plateformes, l'écran ne remplacent pas, il appauvrit le travail. Et donc, en fait, au lieu de le faciliter, ça le complexifie parce qu'il faut à un moment donné repasser derrière pour venir compléter, pour venir amener ce lien qui disparaît. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vraiment plus concrètement au niveau de la qualité du travail. Moi, ce que je peux dire maintenant, l'affirmer, c'est que ça a vraiment appauvri le travail, y compris du côté des interlocuteurs qui maintenant ne sont plus face aux personnes et qui se trouvent dans un bureau en train de traiter des demandes qui leur parviennent. Alors l'appauvrissement, c'est, je pense, et ça ce sont des hypothèses qui sont liées au fait qu'il n'y a pas cette stimulation et cette créativité qui naît du lien. Et qui s'inscrit dans le début d'une relation, dans quelque chose, dans le contact avec l'autre. Du côté de la mutuelle, il y a probablement des personnes qui ont peut-être perdu quelque chose d'une forme d'empathie qui ne naît qu'en contact avec la personne. Moi, j'envoyais des mails, je ne sais pas qui les réceptionnait. J'avais personne en face de moi. J'avais l'impression de parler dans le vide. Cette personne, elle était complètement égarée et complètement perdue parce qu'elle se disait « qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle pensait qu'elle avait commis une erreur. La société, je vais dire ça comme ça, très grossièrement, de manière très générale, a décidé de numériser pour accélérer, pour réduire les coûts. Et au fond, on se retrouve avec des personnes qui ont des difficultés d'accès, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, dans leur parcours, ils s'égarent. Là, on voit quand ce sont plus des problématiques sociales et de santé. Et donc, quand il n'y a plus personne pour faire rien, pour à un moment donné rassembler les choses, pour accompagner, eh bien, ces personnes se perdent dans leur parcours et donc elles finissent par ne plus recourir à leurs droits. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, du coup, se retrouvent complètement en décrochage et avec des publics qui sont encore plus exposés. Je pense par exemple des personnes qui ne parlent pas la langue, en état de séjour illégal. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont venues... qui sont réfugiés ou en attente d'un statut, des personnes sans domicile fixe, ça ce sont vraiment des personnes qui sont particulièrement fragiles et pour qui vraiment l'absence d'interlocuteur est catastrophique. Les solutions qui se profilent pour l'instant, c'est on va ouvrir des EPN, c'est les espaces publics numériques, et on va enseigner aux gens comment utiliser un ordinateur, comment allumer, c'est à mon sens... alors en plus on met ça souvent dans les mains des services sociaux et donc on demande aux travailleurs sociaux d'apprendre aux gens comment utiliser un écran. Pour moi c'est pas une solution, on déplace le problème, on crée des nouveaux problèmes en faisant ça
Et comme je disais auparavant, ça ne remplace certainement pas. Et je pense en fait qu'à terme, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des travailleurs sociaux et des travailleurs de santé, des intervenants qui vont s'épuiser là-dedans, qui vont perdre la finalité de leur travail. On est déjà, on le voit déjà, le nombre de burn-out parmi les travailleurs a explosé. Il y a une crise de sens massive, mais certainement, cette crise de sens, elle vient aussi s'enraciner là-dedans, dans cette espèce de robotisation, cette déshumanisation, au fond. Et voilà, et ça crée de la perte. Et donc, on n'est qu'au début, et donc ça, moi, c'est ce que je peux vous partager pour l'instant. Ce ne sont pas des constats très positifs, je dois bien le reconnaître. En tout cas, ça provoque de la mobilisation. On ne va pas se laisser faire. Oui, non, on vit exactement la même chose, parce qu'on est confronté au même problème. Quel est le problème? C'est à quoi sert la technique? Or, aujourd'hui, il y a une contradiction dans la politique qui est menée autour de la numérisation. C'est de la technique. Or, on sort du XXe siècle où, dans le monde de la médecine, on a survalorisé la technique. On pensait qu'on allait pouvoir tout guérir, on a vu apparaître des outils fantastiques comme le scanner, l'IRM. C'était assez simple au XXe siècle, les gens venaient avec des symptômes, on faisait un diagnostic, on prescrivait un traitement, ils étaient guéris. Le XXIe siècle, c'est un peu plus compliqué. 2/3 des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les plus de 50 ans atteints de maladies chroniques, qu'on ne soigne mais qu'on ne guérit pas, et qui ont plusieurs maladies chroniques. Et surtout, il y a une demande très forte de la part de la population qui était très dépendante du système, avec une survalorisation du médecin. On faisait confiance, on ne demandait rien. On venait et on était dépendant et on appliquait les prescriptions. Aujourd'hui, les gens s'interrogent, veulent savoir pourquoi, ce qui est légitime. Est-ce qu'il y a un bien? Si on ne sait pas pourquoi on est malade, si on ne sait pas pourquoi on a un traitement avec éventuellement un choix sur ces traitements, on ne peut pas être correctement pris en charge. On sait que le facteur psychologique aujourd'hui intervient de manière majeure dans le processus de guérison. Donc si le patient est complètement dépendant, s'il n'est pas acteur dans sa prise en charge, c'est une perte de chance. Donc c'est une évolution plutôt positive. Or, qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui? De la technique pour remplacer l'humain. Alors ça, c'est ce qu'ils nous vendent, c'est l'image positive. Mais en fait, c'est quoi? Derrière, c'est du business. C'est du business. Les seuls crédits qui augmentent dans le domaine de la santé ces dernières années, ce sont les crédits pour la e-santé, pour la numérisation du système. Voilà, on a cité tout à l'heure les crédits du fameux Ségur de la santé. Alors, ça pose problème, parce que de quoi souffrent aujourd'hui les patients, de quoi souffrent aujourd'hui les soignants, enfin les personnels du système de santé? Eh bien, du temps qu'ils considèrent comme inutile pour utiliser ces outils numériques. Et l'essentiel du temps est du temps pour utiliser les outils numériques, non pas pour améliorer la prise en charge des patients, mais pour la gestion. La tarification à l'activité, on passe notre temps à coder les patients pour faire rentrer de l'argent. Voilà. On passe notre temps en réunion à discuter du déficit de l'année en cours, du déficit qu'il y aura l'an prochain, des plans d'économie qu'il faudra faire. Donc il y a un problème. Et donc, le constat aujourd'hui est simple. Vous savez qu'on manque de personnel de santé, on manque en particulier de médecins. Un médecin, on met 10 ans pour le former. Mais la ressource immédiatement disponible, c'est de dégager les médecins des 25%, et pas que les médecins, les infirmières, un peu tout le personnel, ce que tu décrivais. 25% du temps de travail est considéré comme inutile. On passe notre temps devant un ordinateur. On n'a pas été formé pour faire ça. C'est pas notre boulot. Qu'on soit assistante sociale, infirmière ou médecin, l'administration. D'ailleurs, ces outils ont entraîné la disparition d'un métier qui était essentiel, qui était le métier de secrétaire.
Eh oui, on remplace les secrétaires, parce qu'on nous fournit un portable. Et en plus, avec Internet, on répond à nos mails quand on est en temps de repos. Voilà, ça ne va pas. Et donc ça crée une crise, une perte de sens chez les soignants, dramatique, qui entraîne des démissions massives. Vous savez que le problème aujourd'hui du système de santé, où on manque de personnel, mais la crise actuelle, c'est qu'on a ce qu'on appelle la grande démission. 200 000 infirmières aujourd'hui, en France, diplômées en âge de travailler, ont changé de métier. On n'en applique plus les écoles d'aide-soignantes, les écoles d'assistantes sociales, les écoles d'infirmières. Voilà. Donc, nous, on est dans cette situation où on souhaite utiliser les outils numériques. Ça a un intérêt. Comme c'était dit tout à l'heure, avoir accès au dossier du patient, et pas qu'il nous sorte sa liasse de papier plus ou moins bien trié, mais qu'on puisse avoir accès. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à un système national identique pour tout le monde, où on stocke toutes les données? Non. Le patient, il vit dans un territoire, et l'essentiel de ses besoins sont dans un territoire. Quand il se déplace, on peut mettre les données essentielles sur une puce, sur sa carte vitale, ou l'équivalent dans les pays qui ont des systèmes de protection sociale du même type. Donc, l'essentiel des données dont on a besoin, on les a dans le dossier médical, qui peut être un dossier médical partagé dans le territoire entre les professionnels de santé et l'hôpital de référence. On n'a pas besoin, aujourd'hui, de fermes de données nationales qui stockent l'ensemble des dossiers médicaux. On nous dit oui, mais pour la science. Ben pour la science, aujourd'hui, la sécurité sociale française a déjà le meilleur système de stock de données au monde. On sait exactement, et c'est public, ça s'appelle le SNDS, le Système National des Données de Santé. C'est public, c'est ouvert, si vous allez sur le site de la Sécurité Sociale, vous pouvez avoir ces données. On sait exactement, à l'unité près, le nombre de cachets d'amoxicilline qui a été prescrit l'an dernier. Et à qui ça a été prescrit et pour quelle pathologie. On a déjà ces données. Et pour les chercheurs, aujourd'hui c'est ouvert, ça peut être utilisé. Les systèmes qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, le fameux Health Data Hub, alors il ne faut plus l'appeler comme ça, vous savez que le gouvernement a été condamné, parce qu'il ne faut pas utiliser une terminologie anglo-saxonne. Donc c'est plus le Health Data Hub, ils ont trouvé un autre nom. Bon, mais bref. Sauf que, qui a mis en place ce Health Data Hub? Un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Aubert, qui aujourd'hui dirige une société qui vend les données aux entreprises dans une visée marchande. Une société qui s'appelle Ivia. Vous pouvez retrouver, il y a eu un excellent reportage fait par Élise Lucen dans son émission sur ce monsieur et sur cette société. Société qui a vendu aux pharmaciens un outil numérique pour faciliter la gestion des stocks, et en fait, il récupère les données. Voilà. C'est-à-dire que cet outil informatique aurait dû être fourni par la sécurité sociale. Non, là, on a sollicité une société privée, laquelle société privée va vendre ses données aux compagnies d'assurance. Voilà. Pour qu'ils puissent analyser effectivement les facteurs de risque, population par population. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'informatique, quand vous avez 7-8 données sur une personne, vous pouvez l'identifier. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir son nom. Donc c'est éminemment dangereux. Voilà. Or, de quoi a-t-on besoin aujourd'hui pour mieux travailler? On a besoin de se transmettre des données entre professionnels. Mais pour se transmettre des données, vous savez, aujourd'hui, moi, la télémédecine, je le fais avec ça au quotidien. Parce que mon employeur, qui a la grande assistance publique hôpitaux de Paris, n'est pas capable de me fournir mieux. Quand j'ai besoin d'un avis, je prends la photo de l'examen, de la lésion cutanée du patient pour demander à mon collègue qu'est-ce que t'en penses. Voilà, ça apporte un plus au patient. Or, ce n'est pas ce qu'on nous propose aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Dans mon métier, je travaille au SAMU.
sur les pathologies que l'on prend en charge, le facteur temps est essentiel. Or, les outils informatiques pourraient effectivement diminuer le temps d'arriver auprès du patient en détresse, en particulier dans l'arrêt cardiaque, en utilisant eh bien, les systèmes informatiques de géolocalisation, etc. Alors, dans notre bonne ville de Paris et dans l'Île-de-France, vous appelez, là, quelqu'un s'écroule, fait un arrêt cardiaque dans la cour. Vous appelez le 15 ou le 18, les secours, l'un ou l'autre. Il faut qu'on ait les pompiers qui arrivent plus vite que le SAMU et le SAMU qui arrive derrière. Donc, il va falloir déclencher les deux services. Donc, vous allez avoir un téléphoniste qui va nous demander où vous êtes, qui va rentrer les données dans un système informatique, qui va déclencher l'effecteur, soit le véhicule des pompiers, soit le SAMU. Mais, une fois qu'il a fait ça, il prend son téléphone, il appelle soit le centre de régulation du SAMU, soit si c'est tombé au SAMU, le centre de régulation des pompiers, par phonie. Il redonne l'adresse qui est rentrée dans un autre système informatique pour faire partir le deuxième véhicule. Ça prend déjà 3 ou 4 minutes. Si on veut récupérer un arrêt cardiaque, il faut être, si possible, dans les moins de 5 minutes sur place. Vous voyez ? On n'a toujours pas de géolocalisation des véhicules pour savoir lequel est le plus proche. Vous voyez ? N'importe quelle compagnie aujourd'hui de livraison a des systèmes de localisation de ces véhicules plus performants que les services publics. Donc ça veut bien dire que les priorités ne sont pas d'améliorer le service rendu à la population, c'est de voir ce qu'on peut marchandiser, ce qu'on peut utiliser comme données pour créer un nouveau marché. Voilà. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Parce que on nous vend ça comme la solution. Vous voyez, l'autre problématique que l'on a aujourd'hui, on manque de professionnels de santé. Il y a ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et on nous dit, on va mettre une cabine de téléconsultation. Alors, à la place de la cabine téléphonique dans le centre du village, ou quand vous allez faire vos courses au centre commercial, au fin fond du magasin Leclerc au Carrefour. Mais, il y a un problème. C'est ce que tu décrivais. Un patient, une personne, chaque individu est particulier. Quelle que soit la technique, même avec de la visio, etc., quand on examine un patient, que l'on soit assistante sociale ou médecin, quand il ouvre la porte, déjà on fait notre métier. Comment il se comporte, comment il marche, comment il est habillé, quel est le teint de son visage. Ensuite, comment il va s'exprimer, comment je vais lui poser des questions, comment il va réagir, les mimiques, etc. Tout ça, quel que soit l'outil technique, ça ne fonctionne pas. Donc on fait de la merde. Voilà. L'outil technique ne peut pas être substitutif de l'élément humain dans nos métiers. C'est clair. Ça doit apporter un plus. Est-ce que cet outil technique apporte un plus sans être chronophage, sans bouffer mon temps, qui est essentiel? Le principal reproche des patients aujourd'hui, c'est ils n'ont pas le temps de m'écouter. J'ai un problème, je viens voir parce que je veux qu'on résolve ce problème, c'est un problème social, mais tout est intriqué. Vous savez ce qu'on a oublié dans la médecine et que la technique ne prend pas en charge, c'est que nos métiers, c'est la définition de la santé de l'OMS. C'est le physique, le social et le psychologique, qu'on a oublié et que la technique nous fait oublier. Et ça a déteint sur la médecine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? On a survalorisé les médecins spécialistes qui font surtout de la technique et peu d'humains, qui multiplient les examens complémentaires. On prescrit trop d'examens. On fait beaucoup trop d'examens, on multiplie beaucoup trop les examens. Moi, les internes que j'ai encadrés, je leur dis, écoute, moi, quand j'ai commencé mon métier, il n'y avait pas le scanner. On examinait le patient. Et après, on prescrivait un examen pour savoir ce qu'on cherchait. Toi, tu n'examines pas le patient, tu l'envoies tout de suite au scanner. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, il y a peu de chances que tu trouves quelque chose. Qui plus est, si tu n'as pas examiné le patient pour prioriser ce qu'il faut chercher, tu l'envoies au scanner, peut-être que le scanner te dira pourquoi il est mort. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est la vraie vie. Voilà. Il faut apprendre, réapprendre dans ces métiers. On a survalorisé la technique.
Aujourd'hui, le médecin généraliste, c'est le bas de l'échelle, alors que c'est le médecin qui est essentiel aujourd'hui pour coordonner la prise en charge. Jusque dans les années 60-70, un médecin il pouvait tout faire. Aujourd'hui, les cas sont tellement complexes qu'on a besoin de travailler en collaboratif. Et qu'est-ce qui permet effectivement de bien prendre en charge le patient? C'est qu'on puisse effectivement répondre à l'ensemble de ses besoins. Et pour répondre à l'ensemble de ses besoins, on a besoin d'assistance sociale, on a besoin d'infirmières, on a besoin de diététicienne, on a besoin de kiné. Voilà. Donc, on ne peut plus être dans le système où on nous dit on va remplacer les professionnels qui manquent par l'ordinateur, pour aller vite. Ça ne fonctionne pas. Et alors là, en termes de santé publique, autre élément catastrophique, vous savez que à un moment donné, on pensait que la solution contre le Covid, c'était de vacciner tout le monde. Bon. Ce qui, aujourd'hui, n'est plus la réalité. Hein. Mais si on veut vacciner tout le monde, il faut se donner des moyens adaptés. Or, la fracture numérique que tu décrivais fait que dans le département où je travaille, la Seine-Saint-Denis, où il y a une vraie fracture numérique, eh bien, on a un taux de vaccination inférieur à la moyenne nationale. Avec des Parisiens qui maîtrisaient mieux l'informatique, qui venaient prendre les rendez-vous dans les centres de vaccination en Seine-Saint-Denis, au détriment de la population de la Seine-Saint-Denis. Vous voyez? Donc ça a des effets importants, hein, ces dérives sur le tout numérique. Prendre son rendez-vous sur Doctolib, mais attendez, c'est quoi ça? Et puis, vous savez, quand on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, où il faut trier les patients, on déplaise au ministre, on trie les patients, c'est quand même mieux, vous voyez, d'avoir un contact téléphonique, au moins, avec le patient, de savoir de quoi il souffre, pour dire, ah oui, lui, il faut qu'il vienne rapidement, l'autre, il peut attendre. Sur Internet, on n'a pas ces éléments-là. Et le résultat, eh bien, le système vers lequel on nous mène, c'est le système des États-Unis. Vous savez, c'est le modèle d'Emmanuel Macron. Ce système, il est catastrophique. Je ne sais pas si vous avez vu passer cet excellent papier dans les Échos. Là, ça vous a apporté des informations dramatiques pour M. Trump. L'espérance de vie aux États-Unis, depuis 2014, diminue. Et aujourd'hui, elle est inférieure à l'espérance de vie en Chine, qui a priori n'est pas réputée pour son système de santé, pour l'excellence de son système de santé. Ben pourquoi? Ben parce qu'il y a 60 000 morts par an par overdose. C'est pas qu'ils sont toxicos. C'est que les patients, ils n'ont pas les moyens de soigner leur maladie, ils soignent le symptôme, le principal symptôme qu'on a quand on est malade, qui est la douleur. Ils commencent par le paracétamol, ça ne suffit pas. Donc on leur prescrit des morphiniques, ils prennent de plus en plus de morphiniques, ils deviennent dépendants, ils augmentent les doses, overdose. 60 000 morts par an, 2 fois plus que le nombre de morts par arme à feu où les États-Unis sont déjà champions du monde. Voilà ce qu'on nous prépare. Donc, pour conclure, la technique doit rester un outil pour améliorer la qualité de la prise en charge de nos patients et ne peut pas se substituer à l'humain. Voilà, et c'est la bataille qu'on doit mener aujourd'hui, tous ensemble, parce que les enjeux sont majeurs. Et quels sont les enjeux? Ben, les enjeux, aujourd'hui, eh bien, c'est de privilégier la marchandisation de la santé, le capitalisme, et effectivement créer des faux besoins avec des mauvais outils. Mais ça, derrière, il y aura des actionnaires qui investiront, il y aura des startups qui seront largement financées dans le cadre de la fameuse Startup Nation de notre cher président de la République. Vous n'avez pas du tout évoqué ni l'un ni l'autre l'utilisation de l'informatique dans le cadre de vos pratiques professionnelles à des fins
contrôle dans le sens surveillance. C'est-à-dire qu'au-delà de l'utilisation éventuelle pour améliorer vos pratiques, etc., est-ce que vous heurtez à l'utilisation des outils informatiques à des fins de contrôle de de surveillance de votre travail? Ta question, en fait, elle renvoie à d'autres choses. C'est pas l'outil qui fait le contrôle. Que tu aies un chronomètre mécanique ou que tu aies un chronomètre électronique, si on a décidé de chronométrer et d'impliquer du taylorisme, c'est du taylorisme. Ce qui a changé et ce qui facilite qu'on ait mis en œuvre d'une logique tayloriste, productiviste à l'hôpital, c'est pas l'informatisation. C'est la logique de ces dernières années qui est une logique politique. Oui, ça facilite le contrôle, mais parfois même pas, parce que y a tellement de données, il y a tellement d'éléments de surveillance que parfois c'est pas pertinent. Juste pour vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la santé, mais qui est un vrai problème que je connais, moi je viens des cités de la Seine-Saint-Denis. Vaut mieux avoir une police de proximité qui connaît la population de son quartier plutôt que des caméras un peu partout. Voilà, c'est plus efficace. Hein, et on arrive à mieux faire son travail de policier si on est sur le terrain plutôt que de passer des heures à regarder des vidéos pour trouver une aiguille dans une botte de foin. En fait, moi, la question de la numérisation, elle est effectivement directement liée au contrôle et à une forme de calcul. Il y a quelque chose qui fige, en fait, quelque chose qui est un peu figé. Et ça me faisait penser à tous les outils qui ont été mis en place depuis quelques années pour contrôler les chômeurs. Moi, j'ai une question qui rejoint médicaments bien communs. Alors qu'aujourd'hui, toutes les données sont accessibles, moi, je n'ai pas accès aux données de l'industrie pharmaceutique, du fait de la loi sur le secret des affaires. Voilà, donc il y a un problème. Voilà, c'est bien un problème politique en amont. C'est comment veut-on utiliser les données et dans quel objectif. Voilà. Et là, il y a un problème de santé publique majeur, avec une suspicion légitime de la population vis-à-vis du médicament, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec le vaccin, du fait de la rétention de données. Quand on dit l'information, c'est le pouvoir. Pourquoi ils veulent contrôler les données? Si vous contrôlez les données de votre population, eh bien, vous augmentez votre pouvoir sur cette population. Quel que soit ensuite le bulletin de vote qui est mis dans l'urne et le résultat des élections. Cette rétention d'informations de la part des Big Pharma est d'autant plus scandaleuse que les médicaments n'existeraient pas sans la recherche publique, qui est allègrement pillée et qu'on fait repayer après à l'État. Mais ça, c'est un autre débat. C'est effectivement le combat de médicaments bien communs. La question du contrôle des données est essentielle. C'est le même combat. Qui contrôle les données? Moi, je n'accepte pas. Si on ne se bat pas aujourd'hui pour contrôler les données, aujourd'hui, on nous oblige à mettre dans des banques de données l'ensemble de nos données qui nous concernent personnellement. C'est-à-dire qu'on nous oblige. Si on ne refuse pas, regardez là le nouveau dossier médical, si vous n'avez pas dit je ne veux pas que mes données soient rentrées dans le fameux mon espace santé, c'est disponible pour tout le monde. Par contre, si je suis Big Pharma, si je suis Sanofi, Merck, je peux contrôler les données que je rends publiques. C'est un vrai problème. Voilà, c'est-à-dire, je crois que c'est ça la problématique. L'informatique, ce n'est qu'un outil pour pouvoir avoir accès plus rapidement à ces données, pouvoir les mouliner, les croiser. Hein, voilà. Et aujourd'hui, si on met 10 000 fonctionnaires pour contrôler la population, la Stasi savait très bien faire sans l'informatique. Voilà, ils avaient des fiches incroyables. Ça consommait beaucoup de personnel. Aujourd'hui, on peut faire la même chose avec moins de personnel. Les tutelles administratives ne reconnaissent de moins en moins le travail humain. L'expérience n'est plus vraiment prise en compte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que voilà. D'ailleurs, les formations de soignants maintenant, c'est vous passez du temps, un temps infini dans toutes les formations. Ça passe par des cases qu'il faut remplir. Enfin, il y a une perte du sens du métier parce que c'est plus le même. La formation n'est plus la même. La dernière chose que je voulais dire, c'est que finalement,
on en arrive à ce qu'on en arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que, en fait, c'est le robot qui fait le travail. Et il n'est même pas dit, je suis même pas sûr que le robot, on le voit dans l'intelligence artificielle, je ne suis même pas sûr que dans la chirurgie, par exemple, un robot ne fasse pas mieux un jour qu'un humain. Vous savez, aujourd'hui, l'histoire du scanner est assez intéressante. On a inventé des machines pour reproduire des images, mais on aurait très bien pu avoir un compte-rendu direct. Aujourd'hui, la technique nous permet d'analyser l'image. On n'a pas besoin de l'image. On a gardé le facteur humain pour regarder l'image. Mais on se rend compte que, on le voit avec les mammographies en particulier, il faut quand même 2 radiologues pour regarder. Et quand on met de l'intelligence artificielle, pour regarder 2 mammographies, l'intelligence artificielle fait mieux que l'humain. Voilà. Sauf qu'on a quand même besoin de l'humain, parce qu'on ne regarde pas que des images, derrière il y a une personne. Voilà. Mais ça veut dire que si ça facilite le travail, la question c'est de savoir toujours quel est l'objectif. Si l'objectif est un objectif valide au niveau humain et que ce n'est pas simplement un objectif dérivé, et le dérivé aujourd'hui, c'est le business. Voilà. La question, il faut être clair aujourd'hui, les dépenses de santé, enfin, au sens large, la protection sociale en France, c'est 750 milliards, un tiers du PIB. Jusqu'à présent, c'était principalement des crédits socialisés. On a vu ce que ça a donné quand on a ouvert ce qu'on a appelé la silver economy. C'est Orpea. Voilà. Il faut être clair. Et on voit les dérives aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique. On voit les dérives sur un certain nombre de matériels médicaux qui sont des matériels de contrôle, voilà, à distance des patients. Donc c'est tout ça dont il faut qu'on se préoccupe aujourd'hui. Quel est l'objectif et dans quelle société veut-on vivre ? Pourquoi est-ce que apprendre à se servir d'un ordinateur crée des problèmes dans vos services? C'est la première question. Et le deuxième, est-ce que vous avez un avis sur le concept d'électronisme? C'est une mauvaise réponse à apporter un vrai problème. C'est-à-dire que si l'objectif c'est que tout le monde sache utiliser un ordinateur pour pouvoir effectuer tout ce qu'il a effectué et organiser sa vie uniquement sur un ordinateur, pour moi cette réponse-là, c'est une réponse qui aura des conséquences néfastes, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui va de nouveau amener une perte de lien, une déshumanisation du contrôle. Généralement, ce qu'on constate dans les maisons médicales, c'est que la maladie dont souffrent la plupart des personnes que nous voyons beaucoup, ce sont qui consultent beaucoup, ce sont des personnes qui sont en isolement social. Donc il y a vraiment une perte de lien social. Si à un moment donné on remplace totalement un guichet par un ordinateur, alors là la réponse qui est apportée, c'est une réponse qui va apporter qui va apporter moins de bénéfices et qui va être coûteuse. Si ça vient soutenir quelque chose, tant mieux. Si ça vient développer des nouvelles compétences et faciliter le travail, oui, alors pourquoi pas. Mais ce qu'on constate déjà maintenant, c'est qu'on est plutôt dans de la perte. J'aurais voulu savoir si cette conscience que vous avez de l'outil, des dégâts induits par la numérisation dans vos métiers, est-ce que cette conscience se partage? Est-ce que c'est une conscience qui est largement diffusée maintenant est-ce qu'il y a des lieux où vous en discutez? Qu'est-ce qui se discute au niveau syndical, par exemple, à ce niveau-là? Et si vous permettez, au-delà de la petite question, vous m'avez donné envie de dire quelque chose, de faire une réflexion. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la réflexion, avec le fait de dire le progrès technique, de toute manière, il va se faire et on ne va pas l'arrêter. Et je trouve que ça, c'est une erreur grossière, excusez-moi, mais il y a un certain nombre d'outils techniques qui n'auraient jamais dû être développés. Et je pense qu'effectivement, si on avait dans la société conscience que c'est des questions qui doivent se poser avant de développer les outils techniques, mais pas après, quand on en mesure les conséquences, eh ben, il y a beaucoup de problèmes dont on aurait pu se passer. Je fais allusion au nucléaire, je fais allusion aujourd'hui au développement des antennes 5G, par exemple. Mais sur la question de la numérisation, la question se pose aussi. Je veux dire, est-ce que si dans la société, je veux dire, on avait eu conscience qu'il y avait
il fallait s'interroger avant de mettre ces outils en place et se battre éventuellement contre les conséquences qui nous attendraient, on ne serait peut-être pas là. Alors, ces espaces existent, ils sont en train de se développer, se multiplier. Ce qui est difficile, c'est que ce qui fait tension, je pense, généralement pour les travailleurs de terrain, c'est de choisir aussi, de se dire où est-ce que je mets de l'énergie. Et quand je mets de l'énergie dans une action collective, alors je suis un petit peu moins du côté des individus. Et donc là, c'est vraiment difficile de trouver l'équilibre, surtout dans des services qui sont surchargés et dans lesquels il y a une pénurie de personnel. Ça, c'est une première chose. L'autre difficulté, c'est d'arriver, de sortir d'un espèce de pessimisme et de fatalisme. Et donc, effectivement, de se dire, là, je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, pourquoi est-ce qu'on se laisse faire, au fond? Pourquoi est-ce qu'on attend que les choses se passent pour respecter? Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas anticipativement? Mais je pense qu'en tout cas, ici, par rapport à la digitalisation, on est dans un mouvement qui s'accélère, donc ça va un peu plus vite que nous. Et donc là, on est en train un peu de se laisser dépasser. Mais ces espaces existent et j'espère qu'ils vont se développer de plus en plus, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est un peu intenable. Et ce qui nous pend au nez, c'est un désert, quoi. Un désert relationnel et une perte. Oui, moi je voulais répondre là, sur la question de la technologie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. Quand on fait une découverte, on ne sait pas à quoi elle va servir. Pour moi, la technologie, elle est neutre au départ. C'est ce qu'on en fait ensuite qui pose problème. Parce que c'est issu de la découverte, on cherche, et on n'empêchera pas les gens qui ont trouvé quelque chose de vouloir l'utiliser. La question, c'est de savoir, mais oui, mais il faut les empêcher, je suis d'accord. Mais on n'empêchera pas que la découverte soit faite, parce qu'on ne sait pas comment on l'utilisera cette découverte. Ensuite, effectivement, il faille empêcher l'utilisation de certaines technologies, je suis d'accord avec vous. Mais vous dites, moi je suis très content de pouvoir bénéficier de la technologie de médecine nucléaire. Voilà, donc, et très bien si Marie Curie a fait ses découvertes, autrement je n'aurais pas ce bénéfice. Voilà, après la bombe atomique, d'accord, mais ça il faut l'empêcher. Mais le problème, c'est que vous ne l'empêcherez jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'empêcherez jamais qu'il y ait des découvertes. Et vous l'empêcherez, et ce qu'il faut empêcher par contre, c'est que certains utilisent ces découvertes à des fins malfaisantes, et ça, il faut l'empêcher, il faut lutter contre. Mais autrement, c'est nier le fait que l'homme a toujours cherché à voir ce qui se passait autour de lui. Il est curieux, donc il va chercher à trouver des solutions. Donc la recherche en tant que telle, je ne pense pas qu'il faille la diaboliser, c'est l'utilisation des résultats de la recherche qui pose problème. Un certain nombre de découvertes, par exemple médicales, se sont faites par hasard. Bon, et ensuite on a vu que c'était intéressant, et puis d'autres découvertes n'ont pas été finalement utilisées parce que ça n'avait pas d'intérêt, et voilà, on les a oubliées. Mais ça, c'est un débat de société important aujourd'hui, c'est le contrôle de la recherche, des objectifs. Et bien justement, c'est ce qu'on fait nous là, en discutant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on laisse le pouvoir aux gens qui aujourd'hui, qu'on a largement critiqués, ou est-ce qu'effectivement on définit quels sont les objectifs de notre société sur la grande planète sur laquelle on vit, et dans quel objectif on développe effectivement un certain nombre d'actions, et qu'on en freine d'autres, et qu'on interdit un certain nombre de choses. Ça, c'est ça la démocratie, et je pense qu'il faut que là-dessus on soit assez humble, et j'insiste, même j'ai entendu des réactions dans la salle, c'est bien ce que l'on fait les découvertes qui doit nous intéresser, mais on n'interdira jamais aux gens de chercher de faire des découvertes.